après à Paris 8, à l'Université de Provence et à l'Université de Pise. Madame Montini est auteure de nombreux articles, notamment sur Beckett. Elle est spécialisée dans l'autotraduction, la traduction et le multilinguisme. Sa conférence d'aujourd'hui portera sur la langue volée, avec étude de cas, le cas irlandais. Je ne dirai pas plus pour lui laisser le soin de percer le mystère de ce vol linguistique. Je vous en prie, madame. Alors, bonjour à tout le monde. Je remercie les organisateurs, et notamment Slimane Benaïssa, qui n'est pas ici, de m'avoir invité. Et j'avoue que je suis un peu mal à l'aise de parler de multilinguisme ici, parce que je pense que vous avez une légitimité qui est majeure, supérieure à la mienne, qui suis italienne et monolangue à la base. Mais j'ai toujours été fascinée par les langues étrangères, les multilinguismes, et donc j'en ai fait le sujet de mes recherches. Et alors je ne pouvais pas entrer dans votre territoire, parce qu'il est très vaste et très complexe pour moi, et vous le maîtrisez beaucoup mieux que moi, et j'espère que cette petite conférence pourra animer un débat, et j'ai envie d'apprendre de vous plus que vous n'apprendrez de moi. Et ce dont je vais parler, c'est un cas d'un pays qui a perdu sa langue originelle, si on peut dire, qui a changé de langue à cause d'une violence colonisatrice aussi, mais il a fait de ces changements une richesse qui se voit chez des écrivains comme Joyce et Beckett. Donc, vous avez compris, je vais parler de l'Irlande. Et aussi d'un texte qui parle de cette situation linguistique, qui s'appelle Translations. Donc, c'est un texte de théâtre, vu qu'il est question de théâtre. Je ne parlerai pas des femmes, je suis désolée. Et donc, qui s'appelle Translations, de Brian Friel. Traduction en français, il est traduit en français. Il y a 2 traductions en français. Donc, cette pièce, la Translations, a lieu dans les années 1830, une époque trouble en Irlande, d'un point de vue politique et linguistique. L'anglais est imposé à l'école au détriment du gaélique. Cette solution assène un coût irréparable à cette langue qui devient minoritaire et confinée aux classes les plus modestes et aux endroits les plus reculés. Cependant, ça va aussi. Si le gaélique est délaissé, c'est également par un choix délibéré de ses locuteurs. L'anglais étant devenu la langue du pouvoir économique et culturel, le peuple irlandais se doit de l'adopter pour sa propre survie. La nation s'adapte aux nouvelles règles. Je vous rappelle tout de même que d'abord, il y a eu une invasion normande au XIIe siècle et ensuite, au XVIIe siècle, XVIe siècle, le XVIIe siècle, les Anglais ont colonisé l'Irlande. Donc, les Anglais, si les Normands avaient interdit à l'époque de parler irlandais et de se mélanger à la population, les Anglais affichent leur mépris pour une langue qu'ils considèrent comme barbare et inférieure. Et ce qui fait que les Irlandais essayent, les Irlandais plus riches, plus puissants, ils essayent d'échanger leur nom et d'abandonner leur langue. Mais là, à la fin du XIXe siècle, il y a un mouvement qui s'appelle la Ligue gaélique qui essaye de réévaluer la langue irlandaise. C'est un mouvement nationaliste et comme tous les mouvements nationalistes dans des pays colonisés, s'appuie aussi sur l'importance de la langue originelle du pays. Donc c'est Douglas Hyde qui est le fondateur de la Ligue gaélique et auteur du livre, qui est un peu le livre précurseur, disons, de ce mouvement, qui s'appelle The Necessity of De-Anglicizing Ireland. C'était écrit en 1892. Dans cet ouvrage, Hyde affirme la nécessité de déangliciser l'Irlande afin de retrouver une idée de nation authentique. Et la politique de l'Irlande, de la langue promue par la Ligue, renforce la volonté d'émancipation du joug du peuple colonisateur, mais n'est pas soutenue de façon unanime, parce qu'à l'époque, déjà, l'anglais était une langue dominante, et moi, je travaille surtout sur la littérature,
et la littérature c'était plus facile d'écrire en anglais pour se faire connaître. Donc la diglossie était de plus en plus rare et ça empêche un véritable retour aux racines. Et d'ailleurs, quelles racines? Parce que l'Irlande a mélangé sa culture à d'autres cultures. Donc la langue irlandaise a été remplacée par l'anglais et une autre culture est venue se télescoper à la culture nationale et à son folklore. Je vous lis... Hop, non, comme ça, voilà. Alors, c'est une citation du livre de Kibert, Inventing Ireland, c'est-à-dire l'invention de l'Irlande. Et il reprend un discours de Hyde. Beaucoup d'enfants n'avaient pas conscience de l'existence dans leur culture de deux langues. Dans les Connacht que connaissait Hyde, les parents parlaient souvent irlandais à leurs enfants, qui répondaient uniquement en anglais, et seulement quand Hyde demanda à certains d'entre eux « Alors, je ne sais pas lire les gaéliques, donc je vous laisse lire. Tu ne parles pas l'irlandais ?» La réponse fut « Mais ne suis-je pas en train de parler irlandais ?» Cette situation s'est répétée dans les classes du Gaeltacht, où les enseignants ne parlaient que l'anglais à des enfants qui ne parlaient que l'irlandais. Hyde se demandait s'il y avait un autre pays au monde où les enseignants instruisaient des enfants qui ne pouvaient pas les comprendre ou des enfants apprenaient des maîtres qu'ils ne pouvaient pas suivre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu le film Razzia, qui m'a un peu fait penser à cette situation. Les films commencent par l'image d'un maître d'école qui enseigne à ses élèves en arabe dialectal au Maroc. Et les élèves participent avec enthousiasme parce que le maître est très charismatique. Mais les autorités ont décidé qu'il faudra seulement enseigner en arabe classique à l'école et ils imposent à ces maîtres enthousiastes de parler arabe classique à ces élèves, lesquels ne comprennent rien. Et l'atmosphère de l'école est plombée et les maîtres décident de quitter la ville et d'abandonner son métier. Et c'est un peu la situation de cette incompréhension entre une langue qui est imposée et une langue qui est véritablement parlée. Donc ici, la nécessité de traduire l'irlandais devient un problème central. Et en littérature, je parle. Les écrivains anglo-irlandais, Douglas Hyde, Lady Gregory et John Synge, par exemple, développent un style littéraire qui associe la syntaxe des expressions irlandaises à une base des langues anglaises, en créant un dialecte anglo-irlandais particulier qu'ils utilisent pour traduire la littérature irlandaise et anglaise et pour écrire leurs propres œuvres. Donc il y a une floraison de traductions de l'irlandais en anglais, de même que de l'irlandais en anglo-irlandais ou hiberno-anglais. Hiberno, c'était l'ancien mot pour l'Irlande. Et donc, à cette époque, on publie énormément de traductions. Et ces mouvements font que les ventes, les copies, les publications prolifèrent de façon exponentielle. Et en effet, si on a pu déangliciser l'Irlande, comme disait Hyde, c'est justement par le biais de ces traductions, car l'anglais continue d'être parlé par la grande majorité de la population. Mais c'est un anglais entaché de couleurs locales, pour ainsi dire. Dans ces mouvements, la traduction devient une façon puissante d'affirmer une autonomie nationale qui est d'abord culturelle car écrite. Cette autonomie se distingue par son caractère hybride et hétérogène, par un mélange de langues et de cultures et par l'interprétation de différentes traditions. C'est pour toutes ces raisons que les concepts des nations s'expriment dans les langues parlées, dans les pays, et non pas dans une langue restaurée, rattrapée in extremis avant sa disparition, qui est le gaélique irlandais. Et cependant, c'est sans doute également grâce à ces efforts pour retrouver une tradition que l'irlandais résiste à l'extinction. Joyce reconnaît, non sans ironie, qu'il y a des endroits où les Irish Revival jouent un rôle très puissant. Alors, je cite Joyce. La Ligue gaélique a tout fait pour que cette langue renaisse. Tous les journaux irlandais, à l'exception des organes unionistes, tirent un de leurs articles au moins en irlandais. La correspondance entre les grandes villes s'est faite en irlandais. On enseigne la langue dans la plupart
des écoles primaires et secondaires, et dans les universités, elle a été élevée au même rang que les autres langues modernes, français, allemand, italien, espagnol. Les noms de rues de Dublin sont écrits dans les deux langues. On viendra sur les noms de rues. La Ligue organise des concerts, des débats et des soirées dans lesquelles quiconque ne parle que le burla, c'est-à-dire l'anglais, se sent aussi peu à son aise qu'un poisson hors de l'eau, perdu au milieu d'une foule aux accents rauques et gutturaux. Alors, je vous rappelle que Joyce, il ne parlait pas les gaéliques irlandais. C'était et Beckett non plus. Donc, au moment où le processus de traduction est à son apogée et où l'on s'interroge toujours sur la nécessité d'une langue nationale originelle, les grands poètes Yeats, qui était un des promoteurs du Irish Revival, il commence à s'interroger aussi sur cette question. Parce que Yeats, il écrit principalement en anglais. Et il est connu pour ses écrits en anglais. Donc, voilà. Donc, Yeats il se demande, n'y a-t-il donc pas d'espoir de pouvoir déangliciser notre peuple? Ne pouvons-nous construire une tradition nationale, une littérature nationale qui sera irlandaise dans l'esprit tout en étant à langue anglaise? Ne pouvons-nous garder la continuité de la vie de la nation, non pas en essayant de faire ce que Mr. Hyde ou Monsieur Hyde a pratiquement considéré comme impossible, mais en traduisant ou en redisant en anglais ce qui aura une qualité indéfinissable des rythmes et styles irlandais, tout ce qu'il y a de meilleur dans la littérature ancienne. Donc, garder cette langue et s'en approprier, c'est ça un peu le but. Yeats lui-même finit, comme je vous l'ai dit, par écrire en anglais, et en effet, il se demande si l'anglais ne peut prendre une forme irlandaise et ainsi représenter dignement l'esprit de la nation. Voilà. Non. Hop. Je vais vous lire la citation parce que si on dit qu'une littérature nationale doit être, c'est Yeats qui parle, si on dit qu'une littérature nationale doit être dans la langue du pays, cela pose de nombreux problèmes. Devrait-elle être écrite dans la langue parlée dans les pays ou bien dans la langue censée y être parlée? Donc, en faisant écho à Yeats, George Russell, qui était très critique à toute forme de nationalisme linguistique, affirme que l'Irlande a besoin d'une pensée irlandaise plutôt que d'une langue irlandaise, et qui n'est plus la langue de la nation irlandaise. Il dit qu'il ne l'a jamais été. L'enjeu linguistique va de pair avec l'idée de création, voire d'invention d'une nation, qui, pour s'adapter aux colonisateurs et ne pas succomber, avait fini par adopter une langue étrangère. La tentative de restaurer la langue irlandaise échoue, du moins partiellement, car bien que l'irlandais soit devenu la première langue nationale de l'Irlande depuis 1937, il n'y a que peu d'Irlandais qui peuvent vraiment communiquer dans cette langue. Ça devient une langue universitaire ou bien une langue parlée par les gens les plus modestes, dans des petits endroits comme les îles Iran, des endroits un peu isolés. C'est grâce à la traduction, parce qu'il est aussi question de traduction, que la nation et la culture irlandaise sont reconstituées et réimaginées, comme on a dit, mais c'est aussi par le biais de la traduction que le pouvoir de l'anglais se confirme, que cette langue se confirme, même si c'est une langue qui change en Irlande, on le verra. Car non seulement les Irlandais l'ont adopté, l'anglais, mais ils ont aussi traduit leurs noms en anglais, de façon assez anarchique d'ailleurs, pendant que les Anglais traduisaient tous les noms des lieux dans la langue du roi. Aujourd'hui, en Irlande, chaque localité a son nom irlandais et sa traduction en anglais. Mais à l'époque de notre pièce, à laquelle on arrive, c'était l'époque 1830, la pièce a lieu en 1833, donc l'époque où on impose l'anglais à l'école, et on décide de changer les noms des lieux de l'irlandais en anglais. Toute la pièce est censée parler en irlandais, gaélique,
Mais en réalité, elle est écrite en anglais et il y a un mouvement de traduction que je vous montrerai où l'anglais est traduit normalement vers le gaélique, mais dans la pièce, il est traduit vers l'anglais et on voit que la traduction ne correspond pas à ce qui a été dit. Donc, les phrases traduites ne sont pas répétées à la lettre. Je vous montre un exemple, comme ça vous allez mieux comprendre. Hop. L'ANSI, c'est l'officier chargé de modifier les noms de lieux en Irlande, qui est arrivé avec son interprète Owen, qui fait partie d'une communauté qui parle les gaéliques et qui est quand même bilingue, voire quadrilingue, parce que la pièce est aussi censée parler latin et grec. Il y a du latin et du grec dans la pièce. Donc des langues mortes, ce qui représente quelque chose dans l'économie de la pièce. Donc là, c'est dit, je vous ai tout mis en traduction évidemment, le gouvernement de Sa Majesté a ordonné les tout premiers relevés planimétriques globales de la totalité de ces pays. Une triangulation générale qui comprendra des informations hydrographiques et topographiques détaillées et qui sera exécutée à l'échelle de 6 pouces pour 1000 Anglais. Bon, voici la traduction de Owen, vous la voyez. On fait une nouvelle carte du pays. Owen ne traduit pas la langue des bois de Landsey et ne retient que l'essentiel, en cachant les côtés intimidateurs de ses propos. De cette façon, Owen semble se refuser à ce qui caractérise l'attitude impérialiste, qui dans ce cas ne vise pas à traduire les valeurs irlandaises en anglais, mais préfère traduire et simplifier les valeurs anglaises en irlandais. De même, les traductions des lieux de l'irlandais en anglais doivent subir une modification et parfois devenir méconnaissables. Ici, l'imaginaire et l'histoire qui les créent sont détruits en traduction. Je vous donne des exemples. Mon accent n'est pas terrible. Boon Nab Haban, par exemple, est un mot en gaélique, où Boon est le mot irlandais pour bottom, fond, et Abba signifie river, rivière. Et est traduit en anglais d'abord par Owen Moore. Et après, ça devient Binhon, qui rappelle les sons du mot irlandais. Mais Yolande, qui est le jeune lieutenant anglais, mais qui devient philo-irlandais, il adore l'Irlande, il ne veut plus changer cette langue, il ne veut plus changer cette culture comme il était censé le faire, il propose Ban Owen, qui est à peu près la reproduction phonétique en anglais du mot irlandais. Donc, aucun de ces termes n'est traduit Bunnabahan, mais Ban Owen est le plus proche de l'irlandais. Et Owen, le traducteur, il dit « C'est neither fish nor flesh, mi figue, mi raisin ». Il y a donc perte, il y a trahison, mais dans cette traduction, la perte est modérée, disons. Et cependant, parfois, la traduction doit faire face à d'autres questions bien plus graves, comme celle de la mémoire de l'histoire et de la petite histoire. Donc ça, c'est peut-être une question, je ne sais pas si ça vous concerne, mais c'est une question très importante, c'est-à-dire comment préserver la mémoire en traduction ou comment préserver la mémoire d'une langue qui a disparu aussi. Voilà. Donc, Owen et Yolande sont en train d'essayer de décider quel nom donner à un endroit qui s'appelle Tobervry. Je vous lis. Nous appelons ces croisements Tobervry, probablement. Et pourquoi l'appelons-nous Tobervry? Je vais vous dire pourquoi. Tober veut dire les puits. Mais que veut dire Vry? C'est une corruption de Brian, une déformation de Tober, Brian. Parce qu'il y a 150 ans, il y avait là-bas un puits, pas au croisement lui-même, attention, ce serait trop simple, mais dans une prairie à proximité du croisement. Et un vieil homme prénommé Brian, défiguré par une énorme excroissance, s'était mis en tête que l'eau de ce puits était miraculeuse. Et chaque jour, pendant 7 mois, il est allé y plonger son visage. Mais l'excroissance n'a pas disparu. Et un matin, on a retrouvé Brian noyé dans ce puits. Depuis ces croisements, on a toujours porté le nom de Tobervrier. Je me suis trompée dans
même si le puits est tari depuis longtemps. Je connais l'histoire parce que mon grand-père me l'a racontée. Mais demande à Dolty, ou à Mary, ou à Bridget, ou même à mon père, ou même à grand-père, ou même à Manus. Manus, c'est un des personnages de la pièce. Demande-leur pourquoi il s'appelle Tobermory. Tu crois qu'ils le sauront? Je suis certain qu'ils ne le savent pas. Alors la question que je te pose, lieutenant, est la suivante. Qu'est-ce que nous faisons avec un nom comme celui-là? Nous renonçons totalement à Tobermory et nous appelons cet endroit comment? Les croisements, les carrefours? Ou bien nous gardons pieusement le souvenir d'un homme mort depuis longtemps, dont le nom s'est érodé et jusqu'à devenir méconnaissable et dont plus personne ici ne se remémore l'histoire sans intérêt. Yolande, qui, comme je vous l'ai dit, petit à petit renonce à renommer les lieux en anglais, décide de garder le nom du lieu tel quel, Tobermory. Même si Owen pourrait être le seul à se souvenir de cette anecdote, le nom reste évocateur et rend hommage à ces pauvres hommes. Et quand même ne serait-il pas évocateur, on pourrait soupçonner que derrière ces mots, il y a une histoire. L'imaginaire est ainsi toujours à l'œuvre dans ce nom de lieu apparemment anodin. Tobermory est déjà une traduction qui fait la tradition du lieu. Et les retraduire de façon mécanique comme le veut Lindsay ne peut que tout anéantir. Lindsay, c'est l'officier-chef, disons. Ici, la question de savoir comment préserver une culture et une langue désormais oubliée par la majorité de la population devient la question centrale. Pour Friel, l'auteur de la pièce, une traduction authentique du fait qu'elle respecte les génies des deux traditions est le moindre des mots pour ce qui est de la négociation entre tradition et modernité. Donc il y a une importante... en fait, les auteurs du Irish Revival qui voulaient restaurer l'anglais, ils n'arrivaient pas à négocier avec la modernité qui avait changé la structure du pays, même si à cause d'une violence. Donc une culture peut mourir non seulement à cause de son incapacité à s'adapter, à évoluer, mais aussi à cause d'une oppression étouffante exercée par une puissance étrangère. Et Hugh, qui est le père alcoolique et cultivé de Owen, parle en ce sens d'emprisonnement. Les mots sont des signes, des marques conventionnelles. Ils ne sont pas immortels. Il peut arriver, pour employer une image que vous comprendrez, il peut arriver qu'une civilisation soit empoisonnée dans un contexte linguistique qui ne correspond plus au paysage de la réalité. Donc, quelle langue correspond maintenant à la réalité? Ces mots sont une allusion à une idée de George Steiner qu'il développe dans Après Babel, After Babel. Une fois l'anglicisation terminée, les Irlandais et les Anglais, au lieu de parler une langue identique, seront davantage divisés par cette même langue. C'est peut-être une chose qui peut arriver ici avec les Français, j'imagine. Une même langue, mais deux imaginaires différents, et les sentiments d'étrangeté par rapport à la langue anglaise, qui se répand tout au long de la pièce, confirmeraient qu'il s'agit là du leitmotiv des translations et de l'histoire irlandaise, et de la langue irlandaise, bien sûr. Dans un passage de The Portrait of an Artist as a Young Man de James Joyce, Joyce évoque cette division. C'est un passage assez connu dans notre milieu, disons. Il parle de la différence inéluctable entre deux façons de parler la même langue et aussi un sentiment d'illégitimité. Il s'agit d'une conversation entre Stephen, l'héros de The Portrait, et les doyens anglais qui boitent comme Loyola, mais qui n'a pas la même étincelle dans ses yeux. Et si on pense à étincelle, étincelle veut dire énergie, intelligence, imagination. Donc c'est anglais qui est sans imagination. Je vais vous donner la citation. Donc ils sont en train de parler d'une lampe, d'un problème dans la lampe. Et pour revenir à la lampe, dit-il, les doyens, l'alimentation de celle-ci présente aussi un problème délicat. Il faut choisir l'huile pure, avoir soin de remplir la lampe, ça la faire déborder, ne pas verser plus que l'entonnoir ne peut contenir.
Quel entonnoir demanda Steven. L'entonnoir au moyen duquel vous versez l'huile dans votre lampe. C'est cela, dit Steven. Cela s'appelle donc un entonnoir. N'est-ce pas un verseur? Oui, c'est là, c'est l'entonnoir. Cela s'appelle donc un verseur dans les Badram Condra, dit Steven en riant. Là, on parle les meilleurs anglais, en Irlande. Un verseur, répéta le doyen d'un air méditatif. C'est un mot des plus intéressants. Je chercherai ces mots dans les dictionnaires. Ma parole, je vais les chercher. Steven, dans ce cas, comprend que cet homme vient du même pays que Ben Jonson, donc de l'Angleterre, et cet échange est le fruit d'une réflexion qui est aussi un aveu de non-appartenance. Et il dit, il réfléchit, il dit, la langue que nous parlons lui appartient avant de m'appartenir. Combien différents sont les mots patrie, Christ, bière, maître sur ses lèvres et sur les miennes. Je ne puis prononcer ou écrire ces mots sans une inquiétude spirituelle. Son idiome, si familier et si étrange à la fois, sera toujours pour moi une langue acquise. Je n'ai ni façonné ni accepté ces mots. Ma voix les tient aux abois. Mon âme s'exaspère à l'ombre de son langage. On voit bien là pourquoi Joyce choisit cette langue mélangée, étrange, étrangère, tout en prenant comme base l'anglais. Et c'est le cas d'autres Irlandais. Et les Irlandais, tout comme Steven, partagent une langue qui ne leur appartient pas, une langue qui leur est d'autant plus étrangère qu'elle a d'abord été parlée par les doyens, leurs locuteurs légitimes, car véritablement anglais. La traduction, mais aussi la transformation de cette langue de son intérieur, devient un procédé nécessaire pour que l'imaginaire associé à la langue, à la fois morte et toujours vivante, puisse encore témoigner d'une présence. Même si personne ne connaît plus l'histoire du puits de Tobervry, les noms renvoient, qu'on le veuille ou non, à cette histoire-là. De même, l'Irlande s'est battue pour retrouver son indépendance et ses racines, construisant les bases de sa culture grâce à une forme de traduction interne, centripète et centrifuge à la fois. Car tout en ramenant à elle-même, par ses références, l'hiberno anglais acquiert un caractère cosmopolite grâce à ses représentants majeurs, mais aussi grâce au fait que leur langue est capable de transmettre et de diffuser là où l'irlandais n'aurait pas pu le faire. Il est plus connu par les gens. Donc, et j'ai fini. Ah, peut-être il n'y a pas. Oui. Voilà, j'ai fini avec une citation en anglais de Ulysses. I am the servant of two masters, Stephen said, an English and an Italian, the imperial British state and the Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Haynes répond, an Irishman must think like that, I dare say. Et Joyce, comme Yeats l'avait préconisé, écrit en anglais comme s'il traduisait de sa culture irlandaise, même s'il ne connaît pas la langue, et donc culture hybride. Et la question finale, c'est est-ce qu'il y a des cultures qui ne soient pas hybrides? Je finis, voilà. Merci. Merci Chiara de renvoyer à l'image de celui qui pense en français et écrit en arabe, ou qui pense en arabe, en berbère et écrit en arabe. Donc,